Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans mon premier épisode de À Poil l'artiste. C'est un podcast où on déshabille l'art pour parler avec l'humain. Et aujourd'hui on se retrouve avec deux artistes, deux de mes frérots, Kipré et Wisnel. Comment ça va les frères? Salut toi mon ref. Tranquille? Ça va, merci pour l'invite. Au plaisir mon frère, c'est le premier en plus, invité d'honneur, j'étais obligé. Alors du coup, on va vraiment parler de l'être humain qui se cache derrière l'art. Là en ce moment j'aimerais savoir comment vous allez en vrai. Comment ça se passe? Toi, mon gars, Kipré, dis-moi en premier. Bah, ça va, hein. Franchement, ça va. Du moment qu'on a la santé, je pense que c'est le truc le plus important. Ouais. Ça va comment, toi, du coup? Franchement ça va. Beaucoup de taf, toujours. A lot. A lot, vraiment. Et... Absolument rien, la vie. Le trap. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Comme il a dit, en vrai, la santé, c'est le meilleur truc. Tant qu'il y a la santé, tant qu'on se réveille le matin, et surtout tant qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, c'est essentiel. Et c'est quoi en ce moment, parce que là tu dis que tu bosses beaucoup, c'est quoi que tu prépares en ce moment? Là, en ce moment, on est en train de faire beaucoup de recherches pour la marque, donc on fait beaucoup d'études, etc. Mais sinon, à côté, on développe des projets avec les mêmes gens avec lesquels on travaille depuis longtemps, d'ailleurs dans Kipré, où on développe des projets où on part de thématiques qui sont assez actuelles, mais aussi qui nous touchent, nous, en tant qu'artistes. Donc, c'est pour faire des shoots, justement? Des shoots, des tournages, mais aussi peut-être des expos. Enfin, il y a des choses qu'on essaie de mettre en place et non, c'est cool de travailler dessus. Ok, ça va. Parce que bon, pour ceux qui connaissent pas, le frérot, en fait, il a une marque donc qui s'appelle Wisnel Million, si tu peux un peu l'expliquer pour les frérots qui ne te connaîtraient pas. Bien sûr. Wisnel Million, c'est une marque éponyme que j'ai lancée en 2021. On a sorti plusieurs collections. C'est une marque qui reflète vraiment mon héritage haïtien, mais aussi avec mon vécu à Paris, parce que du coup, je suis arrivé à Paris en 2009. Et vraiment, c'est un moyen pour moi de m'exprimer, pour pouvoir montrer ma créativité. C'est vraiment mon espace de liberté, donc voilà. À partir donc du coup de cette marque-là avec ces différents produits, tu peux également monter d'autres projets qui peuvent être quelque chose d'artistique pour toi, où tu as un message à faire passer en fait. Exactement. En fait, je suis pas juste fashion designer. En fait, j'ai envie de faire plein de choses, de tester plein de choses. Et donc du coup, je me lie pas que pour la marque et je fais pas que des vêtements. Ouais. Mais du coup, la marque aussi, ça ouvre à d'autres formes d'art. Ouais. On a fait des expos, on a fait des défilés, mais en même temps, on a aussi fait des set design. Enfin, ça nous ouvre vraiment la porte à explorer plein de trucs. Ok. Et toi, mon frérot, est-ce que tu as justement une brand, toi justement, que tu as actuellement? Non, moi, j'ai pas une brand, mais j'ai lancé mon magazine il y a 4 mois. Ok. Et du coup, là, je suis à fond dessus. Ça s'appelle comment? Fracture Magazine. Fracture Magazine. Fracture. Ouais, c'est ça, on fracture. On fracture l'industrie. Ça dépend. On va pas rentrer dans ça. Mais ouais, c'est pas loin. En tout cas, c'est un peu le concept, en vrai. C'est parti de ça, un peu. C'est parti de pas mal de refus, de snobisme, etc. Et ça m'a poussé à avoir envie de créer mon propre truc. D'où le fait que j'ai lancé mon propre magazine. Et du coup, le but de ce magazine, en fait, c'est quoi En gros, si tu veux, le but de ce magazine, c'est vraiment d'être un peu un lien entre moi et les artistes. En gros, je veux vraiment mettre des artistes en avant. Et c'est pas les contacts ou qui tu connais ou quoi que ce soit, ou le nombre de followers ou quoi qui compte, c'est vraiment ce que tu as montré, ce que tu as partagé vraiment. On veut vraiment être concentré que sur l'art et les artistes. D'accord. Et on veut mettre des liens avec eux, créer un écosystème où on peut tous s'entraider, tous s'aider, tous manger la part du gâteau, tu vois. Pour créer justement une sorte de grand réseau, on va dire. Exactement, un écosystème. Mais des gens indépendants du coup. Exactement. D'accord. On s'entraide et tout le monde gagne un peu de la lumière et voilà. C'est carré en plus, s'il y a des artistes. En fait, c'est quoi? S'il y a des artistes qui, par exemple, souhaitent faire un projet, qu'est-ce qu'ils ont? En fait, dans tous les cas, on a des thèmes qui sont abordés chaque issue, chaque numéro. Et quand on lance un numéro, on lance aussi en même temps une collaboration. C'est-à-dire qu'il y a un thème général et tous les artistes, ils peuvent envoyer leur art qui rentre dans le thème, bien évidemment. Après, c'est facile de faire des liens. Mais après, on prend pas tout et n'importe quoi. On prend vraiment des artistes qui ont quelque chose derrière, qui racontent une histoire, qui sont vraiment la passion, tu vois. C'est vraiment ça qui nous intéresse le plus. Et en plus, ça m'a permis, en vrai, depuis que je commence ce truc, j'ai connu tellement d'artistes de tout horizon, que ce soit des sculpteurs, des tatoueurs, des danseurs qui nous envoient leurs trucs, avec qui on communique. Et ça a ouvert grave ma vision sur plein de trucs, tu vois. Ah ouais. Avant, je connaissais pas énormément de personnes qui faisaient certaines choses, des peintures et tout, etc. Et ça m'a permis d'ouvrir. D'élargir. Exactement. En fait, c'est cool, c'est que justement, avec vos deux projets, vous avez justement à vous ouvrir vers d'autres horizons, en fait. Mais du coup, tout ça,
cette idée justement de créer donc pour toi la marque Mr Emilien, donc toi t'as déjà dit les raisons, mais donc du coup qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta marque justement? Au départ, c'est pas ma première marque, c'est la deuxième que j'ai lancée. Donc du coup, on était un groupe de potes, on faisait des photos et tout, street style un peu. Et j'aimais beaucoup les vêtements à l'époque. Et c'était pas du tout mes études et tout. En fait, un jour, j'ai eu une réflexion, je me suis dit, mais à chaque fois que je vois des vêtements, j'aimerais les faire différemment, j'aimerais changer ça ou mettre un truc ou ajouter ou... pourquoi je fais pas les miens directement? Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis lancé. Le soir même, j'ai commencé à dessiner. Et 2 semaines après, j'étais en train de chercher des ateliers, etc. Et j'ai monté OG Mob, qui du coup est la contraction entre Off Gang, parce que la marque elle s'appelait Off Gang. En tout cas, le groupe qu'on était, on s'appelait Off Gang. Mais comme je trouvais que ça faisait trop agressif pour un nom de marque, du coup j'ai fait OK, Off Gang, OG Mob. Donc le gang de Mais dans la marque, il y avait plusieurs personnes. Et dans la marque, il y avait juste moi. Il y avait juste moi, il y a mon frère qui m'aidait toujours, surtout pour envoyer les commandes, etc. Mais j'étais le seul à designer et faire les choses. Ok. Parce que justement, vu que tu avais parlé d'un ensemble, je me suis dit peut-être qu'il y avait d'autres personnes aussi avec toi. Bon, c'est ça le truc. En fait, la marque représentait le groupe de potes que j'avais. J'étais le seul à les habiller, à designer, à faire les choses. Mais du coup, tous les shoots, tous les tournages, tout ce qui se passait en fait dans la marque se faisait avec les mêmes acteurs. Qui étaient dans des domaines différents. Mais je prenais la partie design, j'impulsais le truc. Et tout autour, il y avait toujours les mêmes qui... Chacun qui mettait ça à petits pattes. Exactement. Okay. Pour les tournages, les shoots, les campagnes, les nouveaux produits. Et du coup, par rapport à Mr Emilien, c'est un peu pareil? Et par rapport à Mr Emilien, c'est un peu pareil. Mr Emilien, c'est une réflexion qui est un peu plus mature, on va dire. Ça faisait quelques temps que je faisais ça. Après, le Covid est arrivé. Et j'ai toujours su, depuis mes 17-18 ans, que je voulais être designer, que je voulais faire ça. Et l'époque de Mr Emilien, j'étais en train de me chercher. Parce que OG Mob, c'est du streetwear. J'étais vraiment inspiré par Virgile. C'est lui en fait qui m'a poussé dans ce truc-là. Je me disais, je veux un entrepreneur comme moi qui fait ces trucs. C'est fou Virgile, tu sais qu'il a inspiré tellement de gens à lancer des projets. Mais vraiment, je voyais le Renoir, il faisait son truc et tout machin. Et surtout en fait, il arrivait vraiment à faire ce qu'il a envie de faire. Parce que à l'époque, les gars, vous vous rendez pas compte, à l'époque de Off-White, parce que là maintenant Off-White, c'est Off-White. Mais à l'époque de Off-White Virgile 2013, 2014, 2015, c'est une dinguerie. 2016, 2017, c'est une dinguerie. Genre, juste comment il a ramené ce truc-là qu'on voit tout le temps, de streetwear, luxe, machin, ça n'existait pas avant. Avant, tu voyais pas un costume avec des baskets comme ça n'existait pas. Et lui, il est arrivé avec ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, c'est cool, un mec qui fait ces trucs. Pourquoi pas moi? Pourquoi j'essaierais pas? Qu'est-ce que je peux perdre? Tout ce que j'ai à perdre, c'est quoi? Du temps. Au moins, j'aurais essayé de faire un truc qui m'intéresse, tu vois. Et du coup, j'ai lancé. Mais Mr Emilien, c'était vraiment dans l'idée de le streetwear me représente pas vraiment. En tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, j'écoute mes envies, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des pièces beaucoup plus travaillées, des pièces beaucoup plus pointilleuses. Donc, ce qui m'a amené du coup à commencer à faire de la couture. Donc ça part de cette réflexion-là. Et comme c'était vraiment relié à moi, j'arrivais pas à trouver de nom de marque qui était... Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais l'appeler comme moi. C'est le plus sensé, c'est le plus logique. Et j'ai commencé. Et en plus, tu sais vraiment que c'est toi, quoi, du coup. Et pour le coup, c'est vraiment moi. Mais justement, c'est comme ça que tu travailles quand tu travailles justement tes différentes collections et même tes autres projets. Est-ce que, justement, tu mets tellement, en fait, le fait d'avoir appelé ta marque comme toi, est-ce que ça te fait un truc dans ta tête qui fait que justement, tu te dis c'est moi, donc je dois y aller à 100%, à 200%? Je pense que même si elle portait pas mon nom, je serais toujours à 200-300%. Mais il y a aussi ce truc-là de... Si c'était quoi? Si c'était pas ton nom. Si c'était pas mon nom personnel. Mais le fait que ce soit ton nom, c'est quand même un peu différent. Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas le fait que ce soit mon nom, c'est le fait que ce soit le nom de mon père. Oui, mais bon. Parce que Wisnel, c'est le nom de mon père, donc du coup, en fait, tout ce que je fais avec la marque, et même lui, il me le dit, même lui, il me dit, la marque, elle porte mon nom, fais attention, tu vois. Bah oui. Mais parce qu'en fait, tout ce que je fais avec la marque, c'est le nom de mon père, parce que mon père s'appelle Wisnel, et moi, je m'appelle Wisnel, fils. Ok. J'ai un scoop. En direct. Live. Oh, waouh. Sorti tout seul. Scoop en direct. Voilà. Moi, c'est Wisnel fils, junior, et mon père s'appelle Wisnel. Donc, en vrai, la marque porte le nom de mon père. Mais du coup, ça veut dire qu'en gros, t'as ta pression plus celle de ton père en plus quand tu bosses? Ouais. Mais est-ce que c'est pas un truc qui peut être un peu trop toxique pour toi? Non. Ça m'a jamais vraiment, mis une pression. En fait, juste le rendre fier et me rendre fier, mon nom et dans de famille, etc. Donc, c'est juste un boost que genre un poids en mode... ouais, j'ai capté. Parce que à la fin de la journée, c'est quand même moi qui impulse le truc. Oui. C'est pas comme si je reprenais l'entreprise de mon père et que du coup, c'est moi qui le représente, tu vois, c'est la mienne. Donc, c'est moi qui décide. C'est comme la tienne, quoi. Exactement. Comme si t'as un ange gardien ou toi qui te disait attention.
Exactement. On peut juste se voir comme ça. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, les frères. Du coup, mon frère qui est prêt, dis-moi. Bon, bref. Du coup, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as créé Fracture? T'inquiète. Oui, c'est un bâtard. Je sais pourquoi il va rigoler. En fait, Fracture, c'est c'est un enfoiré, lui. Fracture, c'est quoi? C'est juste venu du snobisme, comme je disais au début, des portes fermées, parce que je trouve que parce que moi, je suis dans le monde de la mode. Du coup, je trouve qu'il faut souvent demander beaucoup de trucs à certaines personnes. Et je trouve qu'ils sont pas souvent réceptifs, etc. Et c'est très compliqué. Et j'en avais marre un peu de toujours quémander. Donc du coup, en gros, c'est la fracture entre moi et mon envie d'avoir des parutions dans des magazines. Ok, très bien. C'est simple que ça. C'est pour ça que j'ai créé mon propre magazine, pour créer cette fracture un peu entre moi et eux, tu vois. Parce que de base, tu fais quoi de base? De base, moi, je travaille dans le stylisme. Et j'ai fait de la direction artistique un peu après. Mais j'ai commencé vraiment dans le stylisme pur et dur, vraiment. Directement sur le terrain. J'ai eu un mentor avec qui j'ai appris au début. Et après, j'ai fait mon petit chemin jusqu'à Fracture. Ok. La lumière. Mais du coup, en fait, c'est, comment on dirait, ouais, c'est la lumière au bout du tunnel. Pour moi, en tout cas, là, je me sens vraiment libre. Je suis maître de mes propres décisions. Je kiffe. Est-ce que t'as toujours été dans ça? Genre même depuis que t'es petit, etc. Est-ce que t'as toujours été dans cette fibre artistique? Non, mais en vrai, quand j'ai grandi, j'ai vu en fait que déjà mon père, il était grave dans l'art, etc. Lui, c'est plus les tableaux, les peintures, etc. Les assiettes et tout. Il aime les assiettes avec des dessins, des trucs de fou, tu vois. Les brocantes, il kiffe tout. Mais en fait, j'ai compris ça que maintenant. Quand j'étais petit, je me rendais pas vraiment compte. Et même ma mère, en fait, elle était trop stylée, ma daronne. Genre vraiment, elle portait des foulards Saint-Laurent. Elle portait du Chanel, elle portait des trucs de fou. Et moi, je me rendais pas compte. Mais maintenant que je vois commencer la sape et tout, je vois que ma mère était trop stylée. Et en fait, je me rends compte aussi que je portais énormément les sapes de mon père. Et en fait, mes parents, ils étaient déjà dans le truc. Mais moi, je savais pas. Du coup, toi, t'as baigné dedans. J'ai baigné dedans sans comprendre ce que je voulais. C'est pour ça que le destin, après, a fait que j'ai été connecté avec la mode, en fait. Et comment t'as été connecté avec la mode, toi? J'ai rencontré mon mentor, justement, que j'ai rencontré comme ça par hasard. Et du coup, on a matché, on a vu qu'on avait énormément de choses en commun, la famille, les origines, etc., etc. Et du coup, ça a été mon tremplin dans... Ça a matché et puis t'as amené vers les sommets, quoi. Exactement, c'était mon tremplin pour la mode. En vrai, sinon, j'avais rien du tout, en vrai. Je connaissais rien de la mode. Je regardais ça de loin, comme ça, un peu. Mais je m'étais jamais dit que j'allais travailler dedans. Ça a duré combien de temps avec ton mentor, justement? 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Exactement. Ah ouais, donc il a vraiment le temps de te matrixer, quoi. Exactement. C'est carré. Enfin, il m'a ouvert la petite porte, tu vois, pour le petit déclic. Et après, j'ai façonné mon œil, mon esthétique, etc. Parce que toi, en fait, quand tu travaillais quand tu travaillais même dans le monde du stylisme, qu'est-ce qui se passe, en fait, genre, je sais pas, si par exemple, justement, t'as un contrat, t'as quelque chose à faire, t'as quelqu'un à habiller, comment ça se passe, en fait, en termes de process? Si je m'occupe, parce que c'est différent, le style, il y a plein de différents volets. Il y a, par exemple, si c'est pour un shooting avec un magazine, si c'est pour travailler avec une célébrité, par exemple, pendant la Fashion Week, ou si c'est pour travailler avec une célébrité pendant un événement, ou si c'est pour suivre son image sur du long terme, c'est-à-dire que tu vas suivre son calendrier, les différents événements qu'ils ont. Donc c'est pour ça, il y a différentes catégories quand même de stylisme. C'est très... On va parler... Tu peux travailler comme je travaille en consulting en stylisme pour des marques. Je travaille avec sa marque aussi en consulting. C'est vraiment très large, tu vois. Alors parlons juste, par exemple, pour un magazine, de shooter pour un magazine. Ok, shooter pour un grand magazine, ils vont former leur équipe, des gens qui veulent pour le shoot. C'est-à-dire photographe, make-up, etc., styliste. Quand ils choisissent le styliste, il lui envoie un mood board général, les couleurs, ce qui va se passer, l'équipe et tout. Et à partir de là, le styliste, lui, il commence à contacter les différents showrooms pour avoir des vêtements. Il y a ces agences de presse. Parce qu'en fait, les agences de presse, ils veulent avoir des parutions dans des magazines. Enfin, ils ont différents vêtements, différentes marques et tout, qui veulent être dans certains magazines les plus grands et tout. Et du coup, tu les contactes, tu leur dis c'est pour qui le shoot, pour quel magazine, quelle personne tu vas t'occuper dans le magazine, etc. Quelle célébrité ou personnalité ou modèle, etc. Et voilà, c'est beaucoup de mails, etc. Faut vraiment... Après, tu fais les sélections aussi. D'abord, tu dois faire ta sélection de vêtements en fonction, bien évidemment, de la charte graphique du magazine et tout. Donc, tu dois regarder les derniers défilés qu'il y a eu, les dernières collections, etc. Demander des lookbooks au showroom. Tu fais la sélection, tu sélectionnes, tu leur envoies. Tu leur dis c'est ça que tu veux, tac, 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 tac. Ils valident et tout. Et après, c'est énormément de taf. C'est du boulot. Et le pire, en plus, c'est que les gens, ils voient juste une photo. Ils savent pas qu'après,
tous les trucs que C'est tu un vas faire en métier, même je trouve temps. que le stylisme, après je sais pas trop comment c'est le design, mais je trouve que le stylisme c'est un métier très très ingrat. C'est-à-dire qu'on voit vraiment pas toutes les charges de travail derrière, c'est incroyable. Et ça, je le dis à chaque C'est fois, tu peux même, ça, inconsidérable. je le dis à chaque fois. J'aimerais pas être styliste. C'est vraiment- Parce qu'il y a énormément de taf. Je pense que ça doit être kiffant, le taf, il doit être kiffant. Mais genre, il faut être tout le temps en contact avec tous les acteurs. Tu sais, un designer, par exemple, c'est-à-dire, moi, je vais être dans mon atelier, je vais faire une collection, boum, je vais appeler le styliste. C'est-à-dire, le styliste est en contact avec moi. Il est en contact avec des agences de presse, il est en contact avec des make-up, il est en contact avec des modèles, il est en contact avec des photographes. Et tous ces gens-là, il doit être en contact C'est une avec eux chaîne, en en fait, permanence. ouais. C'est une chaîne, parce que toute l'image, surtout dans la mode, toute l'image, il y a deux gros trucs pour une photo, c'est la direction artistique et le styling. Surtout dans la mode, si le styling, il est pas bien, si les couleurs de la photo, le grain de la photo, l'angle, comment on va prendre les photos, ça correspond pas aux vêtements qu'il va avoir, les couleurs des vêtements, les volumes, etc., la photo va pas rendre pareil. Mais tu sais, là, je rebondis sur ça et désolé de te couper, mais justement, tu vois, avant que je sois dans la mode, je voyais des trucs de magazine et tout, mais je voyais pas tous ces trucs-là. Je pense que les gens qui sont un peu Ils loin s'en de ça, rendent pas compte. ils captent pas Ils du s'en tout rendent pas que compte. tout est calculé, tout est fait exprès pour qu'il y ait un sens, des couleurs. Ils C'est s'en rendent pas incroyable, en vrai. Et toutes les chaînes en plus en même temps qui sont justement avec la DA, le photographe, le styliste, le truc. Chaque angle de photo délivre un message différent avec la bonne couleur, la bonne colorimétrie, etc. C'est un taf. Et je trouve ça dommage que justement les grands magazines, souvent on met pas assez en avant tous ceux qui participent au Ouais. processus, tu vois. Ça, je trouve ça dommage et c'est pour ça que dans mon magazine, je veux surtout mettre en avant tous ceux qui participent parce que je trouve que c'est une chaîne. S'il manque un pion, c'est plus le même C'est résultat. un Donc, Et même des gens à qui plus on pense petit. pas, en vrai. Ouais. Même des gens à qui on pense pas. Ouais. Sur un shoot, il y a souvent quelqu'un qui est là pour... C'est pas le DA, si le DA aussi peut le voir, mais il faut toujours quelqu'un qui a un peu une vision globale de la chose. projet, ouais. Parce que des fois, on est tellement on a déjà fait des shoots comme ça avec genre 30 personnes sur le set. Des fois, on est tellement dans le truc qu'il y a un petit détail sur la photo qu'on n'a pas vu, mais qui peut avoir un sens qu'on va la publier, auquel on n'a pas du tout pensé, par exemple, tu vois. Mais qui va avoir ce truc-là de se dire, ah oui, non, c'est mieux qu'on enlève ça, ou c'est mieux qu'on rajoute ça parce que... En gros, il faut vraiment quelqu'un à froid, on va dire, qui va bien juger, on va dire, qui entre guillemets. supervise vraiment, qui connaît le projet, qui supervise, qui sait quel message va être insufflé. C'est un peu le creative director, des fois il peut faire ça. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, vous, c'est quoi vos prochains projets à l'heure actuelle? Alors du coup, comme je te disais, pour moi, au niveau du design, pour la marque, on est en pleine recherche. On est en train de développer plein de choses qui vont arriver dans les mois qui viennent. Mais sinon, on est en train de bosser avec Kypré et avec d'autres gens du même groupe sur des shootings et des tournages avec des belles équipes où on va pouvoir vraiment s'exprimer sur des sujets, faire passer des messages aussi, dire ce qu'on ressent et non, c'est très cool. Ok. Mais c'est quoi, est-ce que t'en aurais un en particulier ou c'est vraiment trop private pour l'instant? Je pense que j'ai envie de... T'as envie de garder la surprise? Non, parce qu'on prépare des choses, on a envie de faire la surprise quand même Ok. et de voir quand ça arrive. Ok. Et bon, de toute façon, dans tous les cas, là, les frères, c'est l'été, hein. Pour l'instant, on va être chill out pour l'instant. Été, pas été, ça Franchement, bosse. il n'y a plus de... Plus la plus de notion du temps. vacances, quoi. Franchement. Plus la notion du temps. Mais je trouve que c'est dommage en vrai parce qu'il faut prendre Il du faut se temps, reposer. chaque chose dans son temps. Il faut tu se vois. reposer. Parce que le cerveau, il est pas prêt à faire ça toute En l'année, fait, tu j'ai vois. l'impression que même quand tu te reposes, tu culpabilises un peu, tu vois. Oui, parce qu'en fait, tu te dis, je suis pas Personnellement, créé. là, je suis là en mode, mais je peux bosser là, au lieu de me reposer. Oui, mais je pense que t'as besoin aussi de ce moment-là de t'ennuyer un peu et de pas faire forcément genre ce que tu fais toute l'année pour que les idées reviennent. Ouais. Je sais que moi, Je vais perso, faire la ça me fait du bien de fou. Depuis quelques semaines, je suis vraiment en mode repos, où je fais autre chose complètement, où juste je me repose. Et il y a plein d'idées là, j'ai énormément d'idées qui viennent, d'autres choses auxquelles j'aurais pas pensé forcément. Parce que moi, je suis toujours dans un tunnel à faire. Mais ouais, de temps en temps, ça fait du bien de se reposer, quoi. Mais du coup, à ce niveau-là, faut toujours avoir même son petit bloc-notes au téléphone ou quoi, pour créer toutes tes idées. Toujours. Bloc-notes, téléphone. Après, il y a des idées qui sont tellement puissantes que ça reste. Et j'allais dire ça, moi, des fois, il y a des idées, c'est là, je sais que ça va être là. Tu sais que ce sera toujours là. ouais, j'ai Parce pas que besoin c'est un truc qui t'a vraiment marqué, Marqué. touché, et tu dis non, même si t'écris pas, même si tu vas l'avoir. C'est dans la tête C'est carrément. dans la tête. Il y a Ça des- sortira pas. Ça Il y en sortira a, pas. tu notes, il y en a, c'est là depuis longtemps. Ça sortira pas. Ça trône depuis longtemps, le trotte dans la tête depuis longtemps. Et t'attends juste le bon Ouais. moment pour dire ok, c'est c'est là. maintenant, c'est le bon moment. Oh non, je suis d'accord. J'ai envie de savoir, les gars, est-ce que vous avez un peu de mémoire? Est-ce que vous pourrez vous remémorer le premier projet que vous avez fait? Ou c'est quoi le premier projet qui vous a marqué? Ah, moi je sais. Vous savez? Est-ce que toi, c'est bon, tu sais? Toi aussi, tu sais? Non, moi, je réfléchis parce que j'ai vécu des émotions fortes de fou, hein. Moi, les frères, du coup, maintenant, on est dans la partie 2 de Apple l'artiste.
Donc, on en était donc à cette question. Quel était le premier projet qui vous a marqué pour toi qui précommence? En vrai, c'est vrai que moi, mon tout premier projet, c'était cool parce que j'ai découvert un peu l'univers et tout, comment ça se passe sur un shooting et tout. Du coup, il y a 2 moments que j'aime bien. Ouais, le tout premier, ma découverte d'un shooting, c'était avec mon mentor du coup, et c'était pour Vogue Italia. Et c'était quoi? Est-ce que tu avais une idée un peu de comment c'était en termes de DA, en termes de... Ouais, mais justement, en fait, j'ai découvert ça, genre comment ça se passe avant, le mail du magazine, etc., les réunions et tout, la sélection des vêtements, etc. Tout le process que je vous ai expliqué juste avant, j'ai découvert ça. Mais sauf que c'est des grandes marques directement, tu vois, c'est pas des Vogue Italia. En fait. Vogue Italia, t'as déjà accès à tu vois, c'est des gros showrooms, c'était Lucien Pagès, Carla Otto, etc., Cassier. Ok. Et vraiment celui où tu t'es dit, putain, je suis fier de ouf. Celui où j'ai vraiment, enfin, finalement, j'en ai 3 que j'aime bien. 3? En fait, il y en a. Ça, c'est Naomi à Cannes. Il y en a 2. Non. ça, c'est Naomi à Cannes. Non, il y en a 2 avec mon mentor et un quand j'ai commencé vraiment tout seul aussi. Ok. Tu vois. Donc, il y avait le tout premier Vogue Italia. Après, il y avait avec cette actrice, elle s'appelle Charlotte Rampling. C'est une actrice française, anglaise et tout. Ok. Et c'est une ancienne. Maintenant, et on l'a shootée quand elle était genre, elle avait 70, 75 là. Sinon, elle a cartonné toute sa vie avant, elle était super belle et tout. Charlotte Rampling, tu chercheras. Bref. Je mettrai la photo. Elle a fait du cinéma et tout, elle a été photographiée par Newton. Il y a une photo iconique d'elle avec Newton, où elle est quasiment toute nue. Parce que lui, il aimait beaucoup les trucs de nudité et tout. Et du coup, ce shoot, il m'avait marqué parce que elle était tellement douce. Alors que je te dis, c'est une légende, vraiment. Je te dis. Ceux qui connaissent, ils savent déjà, les vrais. Et du coup, franchement, et comme elle était avec moi et tout, elles s'en battaient les couilles que je sois juste assistant styliste ou quoi. Elle était trop gentille, elle parlait, on mangeait avec elle et tout. Ça se voyait qu'elle avait fait ça toute sa vie, gros. C'était juste un truc en mode chill, elle est vraiment détendue. Elle fait pas la maline ou quoi, elle a fait des trucs de fou, des films. Elle a fait des films de malade, tout. Et j'ai trop kiffé comment elle était avec elle. Ce rapport qu'elle avait d'humain et tout, là, j'ai trop aimé. Okay. Du coup, ça m'a grave marqué carrément, celui-là. Ok. Et celui que t'as fait tout seul? Celui que j'ai fait tout seul, c'était justement mon tout premier shoot que j'ai organisé tout seul de A à Z. C'était avec Kiliwatch. C'est un magasin de vintage. Et franchement, j'ai trop kiffé. Qu'est-ce que t'as ressenti parce que là, c'était une satisfaction personnelle parce que je savais comment ça se passait, le process, tout et tout. Et là, c'était vraiment, je faisais mon shoot tout seul et tout, de A à Z. J'avais fait mes propres recherches et tout. J'étais allé chercher mes vêtements, etc. J'avais fait ma DA. J'avais trouvé mon photographe. J'avais tout fait. Tout le mood board, etc. était déjà rempli, tout était... Tout. Du coup, j'ai trop kiffé en vrai. Et ça s'était bien passé, du coup tout était carré, les photos étaient cool. Mais quand je regarde maintenant, je trouve que les photos, elles sont nulles. Hein. Parce que maintenant... Il y a toujours une évolution. Mais sur le moment là, de la satisfaction personnelle d'avoir fait ça, j'étais trop content. Et genre, quand la photo a été postée, du coup, t'as senti quoi en plus de la fierté? Satisfaction personnelle, surtout en mode putain, je l'ai fait et tout. Maintenant, en fait, je me suis lancé psychologiquement dans ma tête en me disant vas-y, je vais faire mes trucs en solo maintenant et tout. C'était une confirmation que tu peux le faire, quoi. Ouais, un coup de boost, exactement. Okay. Et depuis maintenant, tu te lances encore plus dans le... Ah, non, on est dedans à fond. Non, tu connais. Et toi, Moref, c'est comment? Le premier shoot que j'ai fait, gros shoot, c'est le shoot pour Mélange, la première collection. Mélange? Ouais. Okay. C'est la première collection de Wisna Emilien. En fait, c'était incroyable. C'est la première fois qu'on avait un studio aussi grand, que du coup toute la campagne je l'avais pensé, etc. Et du coup on travaillait toujours entre potes et c'était trop cool parce que du coup on avait une vingtaine de personnes, 20 personnes sur le set, ça courait de partout, c'était juste l'énergie de shoot qu'on a tout le temps maintenant quand on bosse ensemble et quand on bosse avec tout le groupe, mais là c'était vraiment la première fois. Et du coup c'était vraiment incroyable, les modèles qui étaient juste incroyables, enfin tout était cool. C'était pour un gros shoot en fait? C'était pour le shoot de la collection, la première collection. Putain. Ouais, c'était vraiment cool. Et le shoot que j'ai le plus kiffé, je pense c'est Time. Time? Ouais. Là, Time, c'était vraiment 2 tournages en même temps. Où du coup, il y a une équipe complète en bas, une équipe complète en haut. Il y a 2 minutes de... Faut courir pour monter, machin. Qui prie, qui fait des allers-retours, son assistant, machin. Tout le monde est... Tu vois, et je pense, le truc que j'ai le plus aimé dans ce shoot, c'est le fait que les gens étaient tellement portés par le projet et par le shoot, que tout le monde se donnait à fond. C'est-à-dire que, moi, du coup, je suis le designer et je suis le directeur artistique. En fait, je faisais rien. Tellement tout le monde était à sa place et tout le monde était vraiment son boulot à fond, quoi. Et en fait, juste réaliser que le pouvoir d'avoir une bonne équipe, c'est juste incroyable. Parce que quand tu arrives à ramener les bonnes personnes ensemble et qu'on arrive à les mettre sur un projet qui leur parle, ça va tout seul.
Ok. Et du coup, on a fait un défilé digital dans la journée. Ok. Et on a shooté toute la campagne dans la journée. Plus des photos argentiques, etc. Donc c'était vraiment intense, mais c'était incroyable. Alors, tout un contenu en une journée, quoi. Tout un Que tu sais contenu mettre en en une une journée. journée. Exactement. C'est un truc, normalement, on prend des jours à faire. Là, on a tout condensé en une journée, à fond. Et après, on est allé dormir. Putain. Et dis-moi juste, ton défilé. C'était franchement un excellent événement. Franchement, frérot, je te dis, j'ai grave kiffé. Comment ça se passait, en fait, à l'intérieur, les inside? C'était intense. Ouais. Lui, il peut te dire aussi comment c'était en inside. Parce que du coup, Kipré, il était là tout le long du défilé. Parce que on crée les pièces, c'est bien de créer les pièces, mais c'est pour ça que le taf de stylisme, il est hyper important. Parce que même si les pièces sont cool, mais que assembler les pièces pour faire un look, Si ça va pas avec si ça va pas avec le mood, si ça va pas avec la DA, si ça va avec le set design et même l'histoire de la collection, il y a un truc qui manque. Donc du coup, Kipré, il était là en consulting pendant tout le long du défilé, donc il voyait les pièces sortir, du coup il commençait à faire ses looks, etc. Et c'était intense. Imagine-toi dans une pièce pendant un mois, 3 semaines, bien 3 semaines et demie, dans une pièce, il y a toute l'équipe. Donc toute l'équipe au complet. Donc c'est-à-dire qu'on avait 3-4 couturières, plus équipe design, plus équipe de communication, parce faut envoyer des invitations aux gens, etc. L'équipe PR, faut inviter la presse, etc. Tout le monde était au même endroit. C'est-à-dire qu'on était à peu près 15 tous les jours. Et c'était cool. C'était cool parce que c'était une autre énergie, on était en open space, on partageait des moments ensemble. Et à quelques jours du show, le stress a commencé à monter. Donc il fallait un peu manager tout le monde, parler à tout le monde, essayer de faire descendre le stress. Et le jour du show, je crois que jusqu'à 5 minutes avant le show, on était en train de coudre encore. Ah ouais. 5 minutes avant que ça ouvre. Dernière retouche, etc. Parce que du coup, on a eu des mannequins de dernière minute, etc. Mais l'énergie après le show était juste incroyable. En plus, le truc qui était fou, c'est que moi, j'ai pas souvent à des défilés, mais j'avais jamais vu justement un défilé où t'as des gens qui dansent en même temps. Pour expliquer un peu dans le défilé, donc ça commence avec un petit show avec donc 3-4 danseurs qui se relaient à chaque fois. Et qui justement crée une sorte de vibe avec différents mouvements, différents gestes, avec la musique qui va avec pour envelopper un peu tout le truc. Et après, les gens défilent un à un avec toutes les tenues. Et les danseurs dansent en même temps avec le... C'est un truc de fou. Mais ça justement, ça met même beaucoup de temps à se coordonner par rapport au mouvement des mannequins, etc. Genre, ça s'est passé comment un peu tout ça? Alors, en fait, on a eu à peu près entre 50 et 60 mannequins qui sont venus pour faire les castings, on a choisi, et c'était vraiment rapide. Et après, on a travaillé sur la choré avec Robin, qui est en chorégraphe du coup de Barcelone, très 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 chaud. Très très chaud et très pro. Et ça a donné le spectacle qu'on a eu. Ok. Franchement, bravo mon frère. Merci moi. Et toi justement, vu que toi tu étais dans la partie justement en consulting par rapport au styling, toi c'est passé comment en fait tes journées de travail pendant ce projet? Moi, j'ai commencé le process, c'est-à-dire que comme on n'avait pas encore les vêtements, j'avais les croquis et je regardais déjà les croquis à fond. Je regardais les croquis et je faisais aussi les castings pour avoir les modèles à qui ça peut aller le mieux ou pas, etc. Et tout. Donc franchement, moi, j'étais à fond dans cette partie-là vraiment. J'étais en communication aussi avec les couturiers qui m'expliquaient un peu comment ça se passe, les matières, les trucs et tout. Lui aussi qui m'expliquait aussi pareil. Franchement, je venais, je donnais mes idées, mes trucs, on coordonnait tous ensemble. En même temps Mais moi, je m'occupais pas des autres. Genre, je m'occupais que de tous ceux qui s'occupaient de la couture, des vêtements. Que de l'équipe design et la couture. Donc moi, j'étais vraiment que focus avec eux pour pouvoir trouver les meilleurs modèles qui vont apporter les meilleurs looks possibles. Mais du coup, en fait, c'est un peu comme c'est un peu comme tous les styles. J'ai l'impression, en fait, tu t'es vraiment donné corps et âme, en fait. Ouais, en fait, de toute façon, c'est déjà dans l'énergie. Et en plus, si t'es un passionné, donc direct, dès que t'es dans le truc, ça, tu contrôles même pas. Ouais, c'est ça. C'est automatique, quoi. T'es tout seul. C'est tout seul. Et du coup, en plus, c'est ça je pense que c'est ça qui a fait le projet. Je me rappelle déjà qu'à la fin, t'étais même en sueur avec ton débardeur en train d'habiller les trucs, les machins, Non, le process est lourd. En vrai, moi, je venais, tac. Après, je crois, 18h30, moi, je partais. Et voilà. Ouais. Après, je kiffais les castings aussi, voir les modèles, déjà commencer à réfléchir qui pourrait porter quoi, etc. Qui irait tel vêtement. Et ce qui était bien, c'était que moi, j'étais concentré que sur ça. Je voulais pas trop mélanger mon esprit avec d'autres trucs. En tout cas, pour moi, c'était vraiment incroyable. Tu t'en rends pas compte. Quand les mannequins partent comme ça et que tu... Ouais, c'est kiffé et tout. Quand tu sors et que tu dis bonjour à tout le monde et quand tu reviens et que tu te rends compte, mais on a fait ça en un mois. Je sais pas si tu te rends compte. En un mois, on a sorti 26 looks. Bon les frères,
J'ai ma petite partie segmentée, comme je l'ai dit en introduction. Un petit concept qui s'appelle à poil ou pas. Donc je vais juste vous poser des affirmations. Tour par tour, vous allez me dire si vous voulez vous mettre à poil ou pas pour répondre à cette question. Si vous dites à poil, vous développez le sujet. Si vous voulez pas, bah on passe à autre chose. Je me suis déjà senti totalement illégitime en tant qu'artiste. À poil. Alors dis-moi tout. Bah non, jamais. Enfin, je vois pourquoi. Jamais. Pourquoi illégitime? Bah en fait, tu te dis qu'en fait ton art, en fait, on va dire que tu te sens comme une fraude, on va dire. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, si tu sens en toi que t'es un artiste. C'est tout. Pas de illégitime ou quoi. Après, c'est toi avec toi-même. Mais des fois, je trouve, on peut... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, par exemple. Comme j'ai pas fait... surtout au début. Du coup, à je pense poil. que... Du coup, à poil. ouais. Du coup, à poil direct. À poil direct, non. Comme j'ai pas fait d'école de mode du tout. Et du coup, là, je fais mes trucs et tout, et c'est cool. Mais au tout début, je me souviens quand même que de temps en temps, je me posais des questions. Tu vois, j'avais de la créativité, j'avais des idées qui sortaient, et je me disais, mais attends, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que à l'école, c'est comme ça? Et en fait, je me suis complètement détaché de ce truc-là et de me dire, ah non, en fait, je ressens un truc, je le fais, et que je m'exprime comme ça, tu vois. Il n'y a pas vraiment de process. Moi, je pense que c'est plus sur ce point-là où, du coup, des fois, je me disais, ah, peut-être qu'il y a un process que je connais pas, j'ai pas fait. En fait, comme t'as aucune base, entre guillemets, du coup, bah tu... C'est ça, tu te sens mais avec l'expérience et en bossant, et ben en fait, c'est chacun a son process, chacun a sa manière de faire et de mettre en place les choses. En fait, tant que t'as une âme d'artiste, en somme, je pense qu'en vrai, pour toi, c'est inarrêtable. C'est quelque chose d'inarrêtable, tu peux pas t'empêcher, en fait. J'ai beaucoup aimé vos réponses, c'était incroyable. Deuxième affirmation, il m'est arrivé de détester ce que j'avais créé, même après l'avoir montré. À poil. À poil. Et toi? Pas à poil. Ok. Franchement, détester, c'est fort. Ouais, détester, c'est un mot fort. En fait, détester, c'est un mot qui est quand même fort. Ne pas, enfin, se poser des questions si j'ai évolué et que j'ai moins des trucs que j'ai fait, etc. Je suis d'accord. Ça, oui. Je suis d'accord. Mais détester, non. Genre en mode, non, parce que moi, quand moi, c'est en mode, je le fais pas. c'est en mode, t'as fait un truc que genre, vraiment, même après, en gros, tu l'as montré, donc ça fait même pas une semaine ou deux, que tu l'as montré, tu détestes le truc. Non. Impossible. Si je l'ai sorti, c'est que j'ai aimé déjà, je peux pas le détester. Non. Si, ça veut dire que si je le déteste, je suis un hypocrite. Parce que avant même de le sortir, Ouais. je savais que je l'aimais. Je peux pas te dire que dès que ça sort parce que les gens n'aiment pas, dire que j'aime pas. C'est que je me mens à moi-même. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que si peut-être tu peux te dire que t'aimes pas. Si ça a pas eu l'impact ou quoi, Exactement. tout. Mais même ça, non, c'est mort. Si je l'ai sorti, ce truc, Non, c'est je que suis d'accord. Je suis d'accord quand tu sors un truc, tu sais que c'est bien. Ouais. Sinon, on le sort pas. Ouais. Parce que t'as aussi le truc de, tu donnes quelque chose et t'as envie de montrer la meilleure version, mais ne moins aimer, par exemple, si je fais une rétrospective sur mes collections, j'ai des collections que j'aime moins aujourd'hui par rapport à maintenant parce que je sais le potentiel que j'ai, je sais que ce que je peux fournir et surtout qu'il y a un chemin et que j'ai évolué dans mon art et dans la mode, tu vois, genre. Mais détester, non. Troisième affirmation, mon art m'a déjà aidé à traverser une période très difficile. À poil ou pas à poil? Ah ouais. À poil, moi. À poil. Vas-y. Ouais, je pense que oui. Tout artiste, en vrai de vrai, enfin, c'est le truc qui nous anime, vraiment. Tu vois, il y a plein de choses dans la vie, il n'y a pas que ça, mais c'est le truc qui nous anime vraiment. Donc, quand on va mal ou quand il se passe quelque chose, ben, c'est le truc qui nous donne un peu cette balance et on sait où on marche, enfin, ça nous donne justement ce truc-là de continuer à avancer, quoi. Ça, Ouais, je pense que ouais. motive tout le temps. C'est ce qui m'anime. Est-ce que tu penses Il veut rien savoir. Non, c'est ce qui m'anime. Mais je pense que ça se verrait si ça m'animait pas tant que ça. Parce qu'à un moment donné, tu rentres dans une accumulation de travail et de recherche et de shoot tu passes des nuits entières à taffer, à continuer. Même s'il se passe plein de choses autour, mais genre t'es concentré que sur ça. Si t'es pas vraiment motivé, tu laisses tomber. Après, tu sais, il y a quand même cette notion d'artiste qui prend beaucoup en compte les émotions ou beaucoup en compte ce qu'il traverse. C'est-à-dire que même si justement il est dans une période où il crée, où il est vraiment dans son délire artistique, etc. S'il lui arrive quand même des choses à côté, des problèmes personnels ou autres, ça peut quand même putain moyen que ça peut peut-être lui fuck up le cerveau. Parce que vu qu'il subit beaucoup plus, Je comprends.
Bah, du coup, je garde la même réponse. Ouais. Et toi, du coup, t'en penses quoi? Tu mettrais Paul ou pas? En fait, il a déjà tout dit, hein. Il a déjà tout dit. On va mettre ce qu'il a dit sur toi. C'est pareil. Ok. J'ai besoin de reconnaissance pour continuer à créer. Qu'est-ce que vous en pensez? À Paul ou pas à Paul? À Paul. Vas-y, dis-moi tout. Non. Je pense que si... Et j'ai compris ça depuis pas très longtemps, en vrai. Pas mentir, hein. Pas faire genre, je connaissais ça depuis... C'est depuis pas longtemps. Je me suis rendu compte que ça sert à rien, vraiment, de produire de l'art ou de faire de l'art et de donner ton art en attendant que des gens aiment ou pas. Faut que tu le fasses pour toi. À partir du moment où tu arrives à faire ça pour toi, tu arrives à tourner ce truc-là, vraiment c'est pour toi, je pense que c'est là qu'il y aura un truc qui va se passer. Peut-être pas dans l'instant ou quoi, mais quelque chose va arriver, c'est pas possible. Parce que c'est une connexion avec toi et toi-même, c'est toi qui donne cet art, donc c'est forcément entre vous deux de base. Une sorte de mindset, on va dire. Je sais pas c'est quoi, mais c'est entre vous deux. Il y a une connexion. C'est entre vous deux, vous devez être alignés. Ok. Quand vous serez alignés, ce qui autour doit arriver Il y aura pas arrivera. d'importance. Ouais. C'est vrai. Et surtout, si tu te bases sur ce que les gens aiment ou pas, peu importe ce que tu vas faire. Il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer. Et en plus, le pire dans ces trucs juger et tout, là, c'est de leur prisme à eux, de leur perception de Bien la sûr. vie, tu vois. Bien sûr. L'art et tout, comment tu juges, c'est en fonction de ce que toi-même tu vis, ce que t'aimes et tout. Donc au final, que ce qu'ils pensent, m'en fous. Parce que c'est mon truc à moi. En fait, dès que tu balances l'art, moi en tout cas je le prends comme ça, dès que je fais une collection, une expo, quelque chose, tu le balances dehors, il est plus à moi. Enfin, ça veut dire que j'ai plus ce lien avec, parce qu'en fait je l'ai déjà développé et je suis déjà passé dans le process, le donnes. donc je le donne. Ouais. Tu fais ce que t'en veux. Et ce que les gens en font, Ça serait bien en plus. c'est pas grave. Tu vois, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai montré ce que je voulais montrer, j'ai donné ce que je devais donner. Donc ce que t'en penses, ce que tu t'aimes pas. C'est pas ton Si goût. t'aimes, c'est bien. Ouais. Je suis content, j'apprécie et je suis reconnaissant pour le temps que t'as mis sur mon art et d'avoir pris le temps de comprendre. Si t'aimes pas, moi j'aime bien. Sinon je l'aurais pas mis, tu vois. Donc c'est pas, ça me touche pas. Pour moi, justement, tu vois, ce que tu donnes, c'est à toi d'attraper ou pas. Tout c'est là, en fait. Si tu veux attraper, tu comprends. Si tu veux pas attraper, tu comprends pas. Au pire, si tu comprends pas, au moins t'as vu quelque chose qui peut-être va te stimuler, mais si tu veux pas, c'est pas grave non plus. Donc les gars, on va passer à la dernière du coup. J'ai voulu abandonner l'art sérieusement. À Paul ou pas à Paul? Ouais, vas-y, après. Vas-y. Et lui? Toi tu veux pas du coup? C'est à Paul aussi. Ok. Tu commences. Bah, enfin, attends, relis la question, parce que toi, tu dis des mots très En fait, particuliers. les mots, ils sont très Ouais, puissants. ils sont très puissants. C'est-à-dire que abandonner l'art très sérieusement, c'est-à-dire qu'il y a un début de process. Tu vois, je pense qu'il y a toujours une réflexion ou des fois une remise en question par rapport à plein de choses qui se passent. Non, moi je te parle sérieusement en mode vraiment tu t'es dit c'est bon là j'arrête. On serait pas Moi, là. j'ai dit, ouais. Alors déjà, moi, c'est plus des doutes, et je pense que les doutes, ça fait partie du process. Bien sûr. Tu vois. Après, très sérieusement, non, mais parce que en fait, si je fais pas ça, je fais quoi? Bah, mon prix, je sais pas quoi, je vais être la même triste. chose. Je vais être tout Je me suis triste, dit la photo. même Je vais être pire que, tu vois. Donc, du coup, c'est plus des doutes pour pouvoir se remotiver à y aller, tu vois. Mais, non. Et je pense, mais je pense que c'est bien des doutes. Ouais. D'avoir des doutes personnels, donc de faire une auto-introspection de ce qui se passe et de ce que tu produis ou ce que tu penses, mais aussi d'avoir des gens de confiance autour de toi à qui tu peux parler de ton art et qui eux-mêmes, en te connaissant et en ayant beaucoup de bienveillance pour toi et qui te connaissent, ils te donnent aussi leur feedback sur des choses que tu fais. Parce que des fois, on peut être tellement dans le truc, dans le process, qu'on a des œillets comme ça, tu vois, et qu'on avance, on avance. Il parle pour lui, là, vraiment. Je le connais vraiment. Non, par exemple, on a déjà eu des nuits où du coup, on était en train de bosser, chacun bossait sur son truc, et tu vois, genre, t'as un truc de créativité qui te prend. Tu peux rien faire. Ah ouais, genre. T'as pas envie de dormir, tu peux rien faire. T'es obligé de bosser. T'es obligé de préparer ce shoot. T'es obligé de penser à ça, tu vois. Ton cerveau qui te matrice, qui te dit tu dois rester debout. T'as pas le choix. Et quand ça, je pense que après ces périodes-là, c'est les périodes où les projets ils sont les plus intéressants. En tout cas pour moi. Je trouve que quand il y a ces petites périodes-là qui arrivent où genre pendant une semaine, t'es à fond, t'arrives pas à dormir, tu penses que ça te matrix en vrai. C'est les meilleurs projets qui en découlent après parce que ton cerveau et tout ton corps en fait est dans la même énergie. Ok. Mais est-ce que justement vous arrivez malgré tout à faire des pauses avec tout ce travail? Franchement, il n'y a pas de pause. Les seuls moments où il y a des pauses, c'est que je procrastine un peu. Je suis
Putain, mais dès que je suis de retour, Ça let's envoie. go. Ça envoie. Mais du coup, je sais pas si c'est une bonne chose. J'essaye de... C'est pour ça que je suis un peu, tu vois, souvent fatigué émotionnellement. C'est vrai, justement, que ça passe tout le temps. Ouais, c'est pour ça que, en vrai, je suis aussi souvent fatigué émotionnellement et tout. Donc, du coup, je suis en train de travailler sur ça pour prendre... Après les Fashion Week. Les gars, après les Fashion Week, c'est intense. Ouais, c'est intense. C'est Là, intense. émotionnellement et tout, je trouve que c'est très éprouvant. Ouais. Donc, je suis en train d'essayer de travailler sur comment trouver des moments. C'est important, les Parce pauses. qu'après, moi, je culpabilise. Ouais, mais Et moi, quand je fais pas des trucs, je suis là en mode, mais gros, faire un truc, il y en a à côté là, ça fait des trucs de fou là. ouais, mais on s'en rend pas compte, ils prennent des pauses aussi. Je sais, mais Tu vois. je me le dis jamais ça. C'est parce que c'est quand même des trucs de fous qui font des pauses. Non, mais je veux dire, c'est des trucs de boost pour moi. Moi, quand je vois qu'autour de moi, les gens, ils sont dans le truc, Mais ça ça me te motive à vouloir faire des trucs. Mais je pense tu vois. qu'une pause, c'est En pas mode- forcément tout arrêter. Non, Moi, je pense qu'une pause, ça peut être aussi changer d'environnement. c'est ça. Tu vois, juste changer d'environnement et aller travailler à la montagne, par exemple, Mais justement, c'est une pause pour ton cerveau, le mais tu problème- continues à bosser ouais, encore. c'est ça que j'allais te dire. Même à la montagne, Oui, il y a des inspi qui viennent. mais, Et tu commences à c'est rentrer dans un truc. différent, partout qui mais c'est est différent différent. par rapport à quand tu vas au bureau ou quand tu vas à l'atelier et t'es en mode, tu sais, tu bosses, mais Voilà. plus machinalement. Là, c'est vraiment un truc où ton cerveau, il s'ouvre. Ouais. Je trouve. Mais justement, après moi, il n'y a pas trop de bureau, moi. Toi, c'est full impro. C'est full impro, toi. Je travaille partout. T'as pas vu, j'avais mis une photo une fois, j'ai dit mon bureau c'est dehors, Ah, moi, c'est avec vrai, mon ouais. sac de Des fou de streets. trucs là. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais justement, en fait, le problème, c'est que dans ces instants de pause, est-ce que toi, t'arrives, toi, à t'en faire? Et si oui, justement, en fait, est-ce que tu fais vraiment une pause ou pas? J'essaye. J'ai... Vraiment, tu penses à rien, même pas à des inspi. Mais les frères, mais en vrai que là, c'est une folie. Bah, moi, j'essaye. Je fais jamais de pause. Il gros. faut. Depuis que je suis, attends, mais là, je viens de me rendre compte d'un coup là, mais Ah, en vrai, à quel il moment? faut. Mais tu sais, mais même quand je me pose, je réfléchis à faire des projets. Moi, je faisais un truc, je me disais, le dimanche, obligatoire. Je suis obligé d'aller au parc ou d'aller me balader, d'aller en forêt. Mais même Juste là-bas, pour tu me- vas pas réfléchir à Bah des non, trucs. bah non. Et je me force. Non, j'ai un problème. Totalement. Je me force. De pas faire cette pause-là, quand je fais cette pause-là le dimanche, le lundi, je repars dans un nouveau souffle. Ok. Où je peux avoir d'autres inspi qui sont venus, ou juste mon cerveau, en fait, il a été clair, il a eu le temps de se poser. Et quand je le remets en marche, ben, du coup, là, on est dans un truc où on crée des choses nouvelles. Mais je pense vraiment que c'est chacun sa manière de bosser et d'appréhender les choses, pour le coup. Moi, je sais que j'ai besoin de pause de temps en temps et après, on repart. Ou même de changer d'environnement. Et bah, toi aussi, je Ouais, moi je le fais, mais même là-bas, c'est un autre taf que je fais là-bas. Tu vois, c'est moins intense, mais il y a quand même du taf. Tu vois. Toi, c'est surtout taf mental, on va dire, plutôt. Que toi, Moi, tu dois imaginer, ouais, et du coup, ça me bouffe énormément, donc je suis à fond focus dessus, mais en même temps, je le fais en étant détendu dans un paysage différent. c'est quand même plus sympa, on va dire. Même plus sympa. Ouais, exactement. Ok. Alors, les gars, qu'est-ce que vous diriez à un enfant, un gamin qui veut se lancer? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire comme conseil? Crois pas en l'école. Non, je rigole. chaud, toi. Le système. C'est vrai, non, mais c'est vrai, ça, c'est un sujet, en vrai. Ah. Je trouve que souvent, enfin, moi, à la fac, parce que j'ai fait la fac, je trouve qu'on nous met dans des cases et tout. Ils ont pas ce côté entrepreneuriat que je pense qu'on peut aussi aborder. Pas forcément que parler de ça, mais il faut en parler. Je trouve qu'il faut en parler. Après, je sais pas comment ça se passe maintenant, le système scolaire et tout, mais je pense qu'il faut absolument parler de l'entrepreneuriat, c'est trop important. L'école, ils construisent pas vraiment des gens qui vont être des leaders et monter des entreprises, etc. Des suiveurs qui vont se faire les patrons, surtout. Bien sûr, Ouais, parce que faut de la main d'œuvre faut pour remplir. travailler. Ouais, Faut remplir, c'est faut pour des ça. avocats, faut des machins, faut des trucs. C'est Ce ça. qui Ça est bien, triste. c'est ce qui est bien comme métier, mais je pense aussi qu'il faut donner l'opportunité aux enfants de juste. Et puis, il y en a même qui pouvoir kiffent ça, hein, les s'exprimer. trucs carrés Il y d'école a et certaines tout, personnes il qui y en a veulent plein. faire que ça. Ouais. Mais Donc, il faut aussi laisser la possibilité de, ok, on peut d'ouvrir un peu l'esprit. faire autre chose. Et il n'y a pas que ça. Ouais. Voilà, En plus, c'est vrai qu'en plus, on n'a pas vraiment la culture de l'art, on a l'impression. J'ai jamais été intéressé par l'art à l'école. J'ai commencé à kiffer l'art vraiment quand j'ai commencé à m'y intéresser par moi-même. Genre quand j'ai commencé à regarder des expositions, à regarder et des filets, des trucs, mais par moi-même en fait. Et c'est là où je me suis senti beaucoup plus libre et là où j'ai commencé à vraiment exploiter tout cet univers. La peinture, la littérature, le cinéma, ce que tu veux. Vous, c'est pareil ou pas? Moi, non. Non. Moi, ça m'est tombé dessus, hein, franchement. C'est vraiment une... Vraiment. Genre, ouais. Mais après, je me suis rendu compte, comme je t'ai dit, que dans ma famille, mon père et tout, il est beaucoup dans l'art et tout, mais je me rendais pas compte, mais moi, c'est venu vraiment. En fait, comme on ça. va dire que c'était peut-être en toi depuis longtemps, mais que ça s'est Peut-être, hein. réveillé avec... Ouais, avec quelqu'un qui m'a ouvert Ouais. la porte. J'ai capté. Et toi, c'était un peu pareil? moi, c'est l'inverse. L'inverse? Moi, c'est l'inverse. J'étais dans un cursus qui était vraiment
cool, management, communication, etc. Ce qui est cool. Et mes parents, ils sont pas artistiques, ils sont pas dans le domaine de l'art du tout. Donc c'est moi qui ai décidé de me dire, ok, moi je vais en faire ma vie, je vais en faire ma passion. J'ai envie de faire ça, donc je le fais, je le suis. Donc si j'ai vraiment pris la décision j'ai choisi, écoute, de faire ce truc-là. Et tes parents, ils t'ont vraiment soutenu directement ou Bah au début, c'est toujours un peu compliqué, parce que tu laisses un cursus qui est sûr, entre guillemets, où du coup tu vas avoir ton travail à la fin, tu peux monter des projets, avoir une carrière, etc. pour quelque chose où l'entrepreneuriat, c'est des prises de risques, c'est se lancer dans le vide, c'est ne pas savoir ce qui va se passer demain, c'est juste tenter. Et pour des parents, ce que je comprends, c'est compliqué quand même de voir son enfant juste se lancer comme ça dans le vide et de pas avoir de filet, etc. Mais je pense au fur et à mesure, il commence à voir en fait ce qui se passe, à comprendre aussi. Et en fait, j'aurais dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de choix. De toute façon, je fais que ça. Justement, ta fibre artistique, oui. Ils ont été d'accord avec ça? Ils ont compris rapidement, parce que ce que je fais est toujours en relation avec mes origines. Mes parents, les deux sont haïtiens, donc c'est des choses qui leur parlent. Les références leur parlent, les choses que j'ai envie de montrer ou d'aborder, c'est des choses qu'ils connaissent. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux de faire la relation entre ça et les vêtements ou que l'art que je suis en train de montrer. Donc oui. Ok. Bon, alors dernière question avant de conclure. Est-ce que vous avez envie de laisser une trace? Et si oui, laquelle? Toi, frérot, tu commences? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que je suis encore en train de vraiment savoir ce que je vais laisser comme trace. Donc du coup, ce serait compliqué de dire tout de suite là exactement quelle trace je veux. Mais en tout cas, mais je vais en laisser une, c'est sûr. Mais elle est en construction. Ok. Le temps que je sache vraiment. Sinon, je te dirais un truc comme ça sur le moment là, maintenant, comme ça, tu vois. Mais je pense que... Je préfère avoir la vraie, tu connais. La vraie, je l'ai pas encore vraiment. Ouais. Ça se travaille là. Je pense que je vais travailler. Et quand je saurai, bah, c'est à ce moment-là que je vais la laisser. Ok. Tu vois. Ok. Et toi, frérot? Mais je pense surtout qu'une trace, on choisit pas vraiment ce qu'on laisse comme trace. Tu vois, c'est plus la globalité d'un travail, d'une recherche et d'un message qu'on avait envie de faire passer, qui reste sans même qu'on veuille qu'il reste. Donc en fait, c'est vraiment tout le process de genre travailler. Et à un moment donné, notre travail va refléter du coup, toute l'essence de notre art. Après, moi, j'aurais plus en peut-être message que je veux faire passer plutôt que comme une trace. Ça, j'y répondais plus comme ça, je pense. Ok. Mais après, c'est vrai qu'une trace, c'est vrai que ça se laisse quand tu étais plus là. Mais après, ça dépend quel genre de trace aussi, parce que c'est vrai que les designers, ils peuvent laisser des traces. Quand ils vont dans des maisons et tout, ils ramènent un truc quand ils partent de la maison. On dit qu'il a laissé une trace comme, tu vois, quelque chose. Je suis d'accord. Après, une marque, elle est, l'exemple, quand Demna, il part et tout. Il laisse quand même sa trace un peu avant de... Là, il a laissé une empreinte, frérot. Il a laissé... C'est un truc qu'il laisse quand même. C'est qui le frérot, justement? Expliquer pour ceux qui connaissent pas qui c'est. Demna, c'était le créatif directeur de Balenciaga, et il est parti dans une autre maison, là. Ok. Et du coup, quand il part, il reste quand même une énergie, une âme, tu vois, une identité. Il a des concepts qui ont été vraiment forts. Donc c'est-à-dire que ça laisse quand même, c'est un poids. Par exemple, après, c'est pas le même art, mais par exemple pour la musique, des fois les artistes sont pas forcément connus. On connaît juste un album qui a fait un carton, tu vois. Même une musique. Ouais, c'est vrai, ça répond du domaine. Après, tu vois, quand tu parles de projet, moi je sais que le projet No Paint, il y a plein de gens, ils me disent ça les a touchés. Ah ouais. Donc c'est dire ça, tu vois, ça dépend aussi c'est des messages. Alors attends juste, avant toute chose, dis-nous c'est quoi No Paints? En gros, No Paints, c'est juste un projet que j'avais fait autour du collant et des bas. Parce que j'avais remarqué que dans les shoots, il y a souvent des collants et des bas. Tu regardes les photos, je te dis, il y a toujours un petit collant, un bas qui traîne en photo. Je me suis dit, venons, on parle de cette histoire vraiment, on s'intéresse à depuis quand ça existe, comment ça a commencé, et l'illustrer avec des photos. Okay. Donc du coup, c'était ça, et j'ai appelé ça No Pants. No Pants. Pas de pantalon. No Pants. Yes, sir. Excellent, No Pants. Ok, putain les gars, on va conclure. Déjà, je voulais vous dire merci les frères, c'était une putain d'émission. Franchement les gars, j'ai vraiment kiffé. C'était le premier épisode de Apple l'artiste. J'ai été avec les frérots Kipré et Wisnel. Ils ont été à poil avec moi et maintenant on se dit salut les gars. Ciao. Let's go baby. Mon frère, je voulais savoir un peu.
Mais tu vois, c'est lui qui fait n'importe quoi. Nous, on est grave sérieux. Nous, on est grave sérieux. Là, je suis dans le truc. Moi aussi, j'étais dans le truc. Je suis grave dans le C'est truc. que toi qui. Akito, viens, là, je suis dans le truc. Même si on rigole, on est toujours focus. Bah oui. C'est pour donner En fait, cette lui, quand on atmosphère rigole, il un peu n'arrive pas à revenir dans. rebondir. Si, là, t'inquiète, il va Bien revenir. sûr, on va Ça dépend. Allez, t'inquiète. Je vais t'enculer. Je peux avoir un magazine. Je te le souhaite pas, évidemment. Mais dans le... Si l'occurrence ça arrive, frère. Vas-y, frère. On coupe la question. Non, arrêtez, sérieux. Arrête, frère. Alors du coup, on était déjà au... Donc, on était donc au premier... Ok, les frères. Pardon. Non, c'est juste pour me mettre dans le truc. Les gars, là, je suis vraiment en mode, vas-y, c'est quoi? Ah, man. Tranquille, hein. Focus.